Pierre Navarro au micro, chers auditeurs, deuxième partie de ce libre journal sous ma direction et nous allons parler de la face cachée de la construction européenne. J'ai le plaisir de recevoir Monsieur François Asselineau. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs. Alors François Asselineau est haut fonctionnaire, écrivain, inspecteur général des finances et il est conseiller de Paris, non inscrit. Et il va nous expliquer comment fonctionne aujourd'hui la construction européenne et comment, au fond, notre pays est de plus en plus dessaisi de ses prérogatives fondamentales. Alors François Asselineau, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces problèmes de construction européenne? D'abord, merci de m'avoir invité. Je parcours actuellement la France pour faire plusieurs conférences, dont l'une s'appelle « Qui gouverne la France ?» J'en suis à ma 18e conférence que j'ai réalisée du nord au sud, de l'est à l'ouest du pays. Et ces conférences drainent un certain public, pas mal de gens, qui en ressortent tout à fait stupéfaits. Parce que je leur explique ce que personne ne leur dit, et qui est qu'en réalité, nous élisons désormais des responsables, le président de la République, qui va nommer ensuite des ministres, des députés, qui ont été dessaisis de l'essentiel de leur pouvoir. Alors pourquoi je me suis intéressé à ça? Parce que, au cours de ma carrière, tout au long des années 90, j'ai fait du cabinet ministériel auprès de plusieurs ministres du gouvernement Balladur, puis du gouvernement Juppé. Et j'ai été progressivement mal à l'aise, puis choqué et enfin scandalisé de voir à quel point la France n'est plus réellement gouvernée, réellement dirigée, de voir à quel point il y a un hiatus considérable entre ce que croient les Français et la réalité du pouvoir. On peut parler de pouvoir fantomatique aujourd'hui. Oui, je me suis retrouvé, j'étais directeur de cabinet d'un ministre et nous recevions des syndicats professionnels qui venaient nous demander des choses et on m'envoyait pour recevoir ces syndicats et j'avais mission en définitive de leur mentir. Parce que la réalité des choses, c'est que ça ne se passait pas à Paris, ça se passait à Bruxelles. En l'espèce, il s'agissait d'un sujet qui d'ailleurs n'est toujours pas réglé, c'est celui de la TVA sur la restauration. Eh bien, on fait croire aux Français que c'est le gouvernement qui a le pouvoir, eh bien non. Alors, le problème, c'est que ceci se retrouve dans tous les secteurs régaliens, et que contrairement à ce que pensent nos concitoyens, nous avons un gouvernement et un chef de l'État qui n'ont pratiquement plus de pouvoir en matière stratégique. Vous expliquez que 80% des lois viennent désormais de Bruxelles. 80% des lois et des règlements sont désormais d'origine communautaire. C'était d'ailleurs la prédiction qu'avait faite Jacques Delors en 1985. Eh bien, ça s'est réalisé. Mais si ça s'est réalisé, il faut bien comprendre ce que ça signifie. Vous expliquez que les bâtiments du Sénat et de l'Assemblée nationale servent désormais soit à accueillir le Parlement des enfants, soit à accueillir des expositions sur l'histoire du Parlement. Voilà, c'est que tout un chacun peut mesurer, c'est d'une façon tout à fait symptomatique. On a l'Assemblée nationale ou le Sénat qui sont en train de se transformer en musée du Louvre. Ce sont des séries d'expositions, parfois certaines sont très belles, celle du Titien par exemple, au Sénat actuellement, qui est une exposition intéressante, qui d'ailleurs, c'est presque freudien. Le titre de cette exposition s'appelle « Le pouvoir en face ». Ben, en effet, c'est très bien trouvé parce que le pouvoir n'est plus là, il est parti en face, il est parti à Bruxelles. Alors, nous constatons un divorce de plus en plus grand entre, d'une part, les dirigeants et les opinions publiques. Et l'une des causes de ce divorce, c'est la manière dont s'effectue aujourd'hui la construction européenne. Et nous avons depuis 1997, eu une série de consultations électorales qui se sont à chaque fois traduites par des insurrections pacifiques, certes, dans les urnes, contre la manière dont la France est gouvernée. Oui. Sans parler sans remonter très loin, il suffit de
de parler de l'élection présidentielle de 2002. Nous avons vu l'élimination du Premier ministre candidat au premier tour et où le président sortant a réalisé le score faramineux de moins de 20% des voix. Et sans remonter très loin, il suffit de voir comment s'est terminé le référendum pour la ratification du traité constitutionnel européen. Écoutez, vous avez 1000 fois raison. On est dans une situation qui devient chaque année de plus en plus problématique. Vous rappeliez à juste titre le coup de tonnerre du 21 avril 2002, lorsque Jean-Marie Le Pen est arrivé au deuxième tour et lorsque l'on a vu le président sortant récupérer moins de 20% des voix. Il a été élu 15 jours après avec 82% des voix. Mais ce que l'on oublie, c'est que moins de 2 ans après, en mars 2004, la majorité gouvernementale, celle-là même qui soutenait donc le président nouvellement réélu, a perdu toutes les présidences de région sauf 2. Et ceci était d'autant plus stupéfiant que ça a bénéficié à la gauche, laquelle, de son propre aveu, n'avait aucun programme. Oui. Ce qui prouve bien qu'il s'agissait d'abord et avant tout d'un vote sanction. Et puis 3 mois après, en juin 2004, c'était les élections européennes, où l'on a assisté à ce phénomène insuffisamment souligné par les commentateurs, qu'il y a eu 60,1%, pour être précis, de votes blancs ou nuls, ce qui est un record pour des élections nationales de parlementaires depuis 1789. Et l'UMP a réalisé le score faramineux de 6,9% des inscrits, je crois. Absolument, 6,88% des inscrits, pour être très précis. Le seul parti soutenant l'action d'un président réélu 2 ans avant par 82% des voix, l'UMP avait obtenu 16,6% des voix, c'est-à-dire, compte tenu de l'énormité de l'abstention, 6,88% des inscrits. Ce qui montre à quel point nous avons une classe politique qui est en fait un géant au pied d'argile et donc, qui ne correspond pas à ce que souhaite réellement la population. Voilà. Alors nous sommes entrés maintenant dans la période des élections présidentielles qui sont le grand moment dans la vie politique de la Ve République, et s'affrontent des programmes. Il y a ce programme de Ségolène Royal, il y a le programme de Nicolas Sarkozy, dont le slogan est « La rupture tranquille », et il y a un nombre, je crois, très important de candidats à l'élection présidentielle, de candidats déclarés. Alors, est-ce que aujourd'hui le président de la République a les moyens d'influer sur la vie politique du pays? Alors, c'est la vraie question. La vraie question, c'est celle-là. Le fondateur de la Ve République, Charles de Gaulle, avait dit en 1965 à Alain Perfit, c'est repris d'ailleurs dans les mémoires d'Alain Perfit, dans le livre C'était de Gaulle, Charles de Gaulle, président de la République, se représentant en 1965, avait dit à Alain Perfit « Le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France ». L'élection présidentielle, c'est un moment, j'allais dire, quasiment sacré dans notre histoire collective, puisque c'est le moment où le peuple français doit décider de ce qu'il fait de la France. C'est donc un moment stratégique s'il en est. Or, tout est fait, notamment dans les médias, pour transformer ce moment, qui est un moment où les Français doivent vraiment réfléchir en profondeur à ce qu'ils veulent faire de leur propre pays, eh bien, on est en train de transformer ces élections en une espèce de rite procédural sans conséquence et où l'on bavarde sur des sujets tout à fait accessoires. Je rappelle quand même, sans vouloir être méchant à l'égard de l'actuel locataire de l'Élysée, qu'il avait lui-même proposé comme grand axe de son mandat la lutte pour la biodiversité, la lutte contre les accidents de la route et contre le cancer du sein, ce qui sont des préoccupations tout à fait remarquables, mais
mais qui ne sont guère dignes d'un président de la République. Absolument. D'ailleurs, nous avons vraiment l'impression qu'aujourd'hui, les hommes politiques ont des préoccupations qui ne sont pas celles de véritables chefs d'État, mais qui sont celles de conseillers généraux. Oui, de conseillers généraux, ou à la limite de programme gouvernemental pour une législature. Mais les élections présidentielles, c'est pas la même chose, ça ne devrait pas être la même chose que les élections législatives qui fixent un programme de gouvernement. Je vais un petit peu prendre un exemple. Jeanne d'Arc, en 1429-1430, elle n'avait pas de programme. Charles de Gaulle, en 1940, il n'avait pas de programme. La question qu'on doit se poser, c'est de savoir qu'est-ce que devient la France et où est parti le pouvoir. On va, au cours de cette émission, évoquer un certain nombre de sujets. Ils sont essentiels. On va essayer, actuellement, on voit bien les candidats qui font des slogans. Par exemple, vous disiez, M. Sarkozy prône la rupture. Tranquille. Oui, mais la rupture avec quoi? Et puis, entrons dans le sujet. M. Sarkozy, il a reçu, il est à ses amis, il s'est affiché avec Doc Gynéco. Doc Gynéco, dont vous connaissez certaines paroles des chansons, qui n'hésitent pas parfois à être à la limite de la pédophilie, à parler de viol dans les cités, etc. Et puis je vois il y a quelques jours que Mme Christine Boutin vient de rallier Nicolas Sarkozy en disant « je ne veux pas faire perdre mon camp ». J'en conclus donc que le camp de Mme Boutin, c'est le même que celui de Doc Gynéco. À l'évidence, il va y avoir des gens qui vont être déçus s'ils votent pour Nicolas Sarkozy. Alors là, c'est un exemple qui porte un peu sur le problème, des valeurs ou des mœurs, mais on peut voir la même chose dans beaucoup d'autres domaines. Monsieur Sarkozy, par exemple, il va à Agen, il fait un discours contre l'euro. C'est très bien. Mais ensuite, il va à Bruxelles, où il est en faveur de la Constitution européenne. Monsieur Sarkozy, il est gaulliste à Colombey, il est atlantiste à Washington, il est tiers-mondiste au Sénégal, il est karchériste en banlieue, il est pro-européen à Bruxelles, anti-européen à Agen, etc., etc. Tout ça n'est pas sérieux. C'est la stratégie du râteau qui consiste en permanence à avoir le maximum de gens qui votent pour vous, quel que soit d'ailleurs ce que l'on peut leur raconter. Alors nous devons nous annoncer. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel sur 95.6 MHz. Aujourd'hui, Pierre Navarre, dans son libre journal, reçoit François Asselineau, conseiller de Paris et conférencier. Nous parlons de la construction européenne. Alors, nous avons bien compris, le pouvoir n'est plus à Paris, Rome n'est plus dans Rome. Mais François Asselineau, une fois que le constat est fait, il faudrait donner à nos auditeurs quelques exemples. Dans les grands domaines qui sont traditionnellement les attributs de l'État souverain, comment cela se passe-t-il? Oui, ben écoutez, par exemple, je vais vous parler d'une des personnes qui a le plus de pouvoir en France. Je crois d'ailleurs que si l'on demandait aux Français de citer un nom de commissaire européen, je pense qu'on s'apercevrait que aucun Français n'est capable, sauf s'il est spécialiste de la construction européenne, de citer un nom de commissaire européen. Vous avez raison. L'Europe, elle est dirigée par une commission qui est un véritable gouvernement. Enfin, ça, il faut le savoir. La Commission européenne, c'est un gouvernement. Elle produit ce qu'elle appelle des recommandations. Mais c'est un jargon trompeur. Les recommandations, ce sont des obligations de faire imposées au gouvernement. Ça, c'est très important à comprendre. Alors, qui est dans cette commission? Mais il y a plusieurs milliers de fonctionnaires, qui sont d'ailleurs originaires de tous les pays de l'Union européenne, et à leur tête des commissaires. Actuellement, il y a un commissaire par pays. Chacun de ces commissaires est nommé par le gouvernement des pays respectifs. Il n'est jamais élu. Il doit théoriquement d'ailleurs ne pas se comporter comme le représentant de son pays. Absolument. Il doit être dénationalisé. Absolument. Ça, c'est théorique. Ça, c'est évidemment théorique. Et ensuite, il est nommé à la commission et c'est le président de la commission qui attribue les portefeuilles en fonction de ses propres desiderata. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très important. C'est comme ça d'ailleurs que le président Barroso, l'actuel président de la Commission européenne, qui est portugais, a dans sa grande sagesse, si j'ose dire, décidé de donner à la France et à son représentant, qui est M. Jacques Barrot, l'un des portefeuilles les plus ridicules qui soit, celui des transports. Je ne dis pas que ça n'a aucune importance, ça serait excessif. Mais disons que c'est certainement un portefeuille
tout à fait secondaire par rapport au très important portefeuille que représente, par exemple, celui de commissaire à la concurrence, celui de commissaire chargé des négociations commerciales multilatérales à l'OMC, celui de commissaire chargé du budget, etc., etc. Nous, on a Monsieur Jacques Barrot, eh bien, il dresse la liste des compagnies charter africaines pourries. C'est le commissaire Stewart. Bien, oui, donc voilà comment fonctionne la Commission européenne. Alors, est-ce que vous pourriez donner quelques exemples de domaines qui sont désormais gérés à partir de Bruxelles? Alors, vous allez me dire presque tous les domaines, mais... presque tous les domaines. Je vais vous donner je ne sais pas par où commencer. Disons, commençons déjà par les questions économiques. Les questions économiques, il faut savoir que nous sommes sous une contrainte qui a été élaborée par la Direction générale des affaires économiques à la Commission européenne, bénie par les commissaires, et en l'espèce, le travail a été chapeauté par un fonctionnaire allemand qui s'appelle M. Klaus Regling. Eh bien, en 2003, on a fixé ce que devait être la politique économique et sociale de la France pour les années à venir. Abaisser le déficit public sous la barre de 3% en 2004 ou plus tard, réduire le coût de la main-d'œuvre, baisser les bas salaires, simplifier la protection de l'emploi, c'est-à-dire démanteler la protection de l'emploi, réformer complètement notre système de retraite, élever l'âge effectif de la retraite, enrayer la spirale des dépenses de santé, dans le secteur de la santé, c'est-à-dire dérembourser les médicaments, privatiser EDF, GDF, etc., etc. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes ces mesures, on peut en discuter, ça pourrait faire l'objet de débats, mais justement, ça ne fait plus l'objet de débats. Ça a été décidé par la Commission européenne, par des gens non élus et non français d'ailleurs, et ça s'impose à tous les gouvernements français, quels qu'ils soient. En d'autres termes, lorsque Dominique de Villepin a voulu faire le CPE, c'était l'application directe de cela. Donc lorsque la gauche critiquait M. de Villepin, elle était d'une certaine façon dans son rôle en tant que gauche, puisqu'elle contestait le fait que l'on remette en cause un certain nombre de protections sociales, mais en revanche elle était d'une immense hypocrisie, puisque si elle avait été à la place de M. de Villepin, elle aurait appliqué la même politique, de la même façon que ceux qui sont contre la privatisation de GDF, ils oublient de rappeler que ce n'est pas le gouvernement français qui le veut, il est sous contrainte. En d'autres termes, ce qui est choquant dans cette affaire, eh bien, c'est que ces débats-là n'existent plus en réalité, ils ont été déjà tranchés. Et il est scandaleux de ne pas expliquer aux Français que ces débats sont tranchés et que s'ils veulent en parler, alors il faut vraiment qu'ils comprennent d'où vient le pouvoir et qu'ils rompent avec la Commission européenne et avec la construction. Alors ça, c'est en matière économique, mais je pourrais citer bien d'autres exemples. Je vais en parler. Prendre un exemple qui va toucher les Français. Actuellement, on parle beaucoup de Nicolas Hulot, qui, paraît-il, recueille 85% de taux de satisfaction. Bon, c'est vrai que c'est un homme sympathique. Bon. Nicolas Hulot, il a dit qu'il fallait faire de l'environnement une chose très importante. Il a même proposé de créer un poste de vice-premier ministre chargé de l'environnement. Et il a une idée sur le titulaire. C'est assez vraisemblable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que M. Nicolas Hulot, aussi sympathique soit-il, n'explique pas aux Français qui a le pouvoir. Celui qui a le pouvoir, en l'espèce, c'est le commissaire chargé des questions environnementales. C'est qui? C'est un Grec qui s'appelle Stavros Dimas. Il est diplômé de l'Université de New York. Il a travaillé pendant 5 ans à la Banque mondiale. Il a travaillé pendant 3 ans chez Sullivan et Cromwell, qui est l'un des plus grands cabinets d'avocats d'affaires américains. Cabinet d'avocats d'affaires qui présente 3 particularités au moins. La première, c'est que c'est dans ce cabinet d'avocats d'affaires qu'a été créée la CIA par les frères Foster et Allen Dulles dans les années 40. La deuxième particularité, c'est que c'est le cabinet d'avocats d'affaires qui protège les intérêts mondiaux de Microsoft. Bon, tout le monde sait, en tout cas dans les services de renseignement, qu'il y a des liens. C'est un euphémisme entre Microsoft et la centrale de renseignement américaine CIA et la centrale de renseignement américaine, la NSA, la National Security Agency. Et enfin, ce cabinet Sullivan et Cromwell a pu de temps en temps être le cabinet conseil de Monsanto, qui est l'un des grands complexes agroalimentaires qui produit des OGM. Alors le résultat, eh bien, le résultat, c'est qu'actuellement, on se trouve devant cette situation. Ça a d'ailleurs été rappelé par le journal Le Monde, que je cite, je me permets de le citer, bien que ça ne soit pas ma tasse de thé, le 25 novembre dernier. Selon tous les sondages, 86% des Français sont hostiles aux OGM. 86%.
Eh bien, il faut savoir que le gouvernement est obligé d'autoriser le développement des OGM, il est obligé de prendre un décret, sur pression bruxelloise, parce que chaque jour de retard nous coûte une pénalité, tenez-vous bien, de 168 800 € par jour de retard. Nous avons donc affaire à un processus qui est très exactement un processus tyrannique. Alors, vous citiez certains domaines régaliens de l'État. Bon, nous avons vu que Nicolas Sarkozy a fait de la maîtrise de l'immigration un des grands thèmes de sa campagne. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique d'immigration est encore décidée à Paris ? Alors, c'est effectivement un autre sujet d'une très grande importance que je mesure à travers toutes mes conférences. La question de l'immigration est vraiment devenue une question qui préoccupe un certain nombre de nos compatriotes. Pour ce qui me concerne, je souhaite avoir sur cette question un regard nuancé et modéré. Mais force est de constater, c'est une simple question de bon sens, que l'on ne pourra pas prétendre vouloir influer sur les phénomènes migratoires et pouvoir les contrôler si on reste dans l'espace Schengen. Si vous êtes allé à la frontière avec la Belgique ou à la frontière avec l'Italie, du côté de Vintimille, ou à la frontière avec l'Espagne, vous savez que, ou avec la frontière allemande, vous savez qu'il n'y a plus aucun contrôle, qu'on passe à toute vitesse maintenant en voiture. Donc comment voulez-vous qu'il y ait, s'il n'y a aucun contrôle, comment voulez-vous que l'on puisse maîtriser l'immigration? C'est comme si on prétendait, par exemple, laisser sa maison ouverte sans porte ni fenêtre jour et nuit et s'étonner qu'elle soit cambriolée. Bon, il est évident que la première chose à faire, c'est de revenir sur l'espace Schengen. C'est le commissaire Franco Frattini, de nationalité italienne, qui est en charge de l'immigration. Oui, alors ça... Alors, vous avez cité une de ses déclarations, il a déclaré « L'immigration est une opportunité et non une menace ». Oui, parce que M. Sarkozy a beau faire des moulinets depuis 4 ans, tout le monde constate bien qu'il ne se passe rien. D'abord, la France reste dans l'espace Schengen, donc il ne se passe rien. On ne peut pas lutter contre l'immigration puisqu'on est dans l'espace Schengen et que tout le monde peut entrer. La deuxième chose, c'est que la Commission européenne a fixé les grandes décisions en matière d'immigration. C'était en décembre de l'année dernière. De la même façon que je rappelais tout à l'heure sur les OGM ou que je rappelais tout à l'heure en matière économique et sociale, eh bien, en matière migratoire, M. Frattini, commissaire italien, a pris des grandes orientations, parmi lesquelles notamment le fait que l'immigration doit être développée pour financer les retraites des Européens à partir de 2030. C'est l'argument qui est avancé. Assez curieusement, et vous remarquerez que la Commission ne conseille jamais, ne demande jamais aux pays européens de relancer une politique de natalité. Non, ils veulent développer une politique migratoire, donc c'est effectivement sa formule. L'immigration est une opportunité et non une menace. Et M. Frattini et la Commission ont également développé un concept qui va peut-être vous rappeler quelque chose. Il a dit qu'il fallait aller maintenant vers une immigration choisie. En d'autres termes, ce que M. Sarkozy a fait quelques mois après, la gauche s'est offusquée de l'immigration choisie, mais tout ça est un théâtre d'ombre. M. Sarkozy ne fait qu'appliquer les grandes directions décidées par Bruxelles, et la gauche, lorsqu'elle est au pouvoir, on l'a déjà constaté, si elle y revient l'année prochaine, elle fera la même politique. Et après, nous aurons des Français qui diront « mais nous ne comprenons pas, le personnel politique français est coupé du peuple et ils ne respectent pas leurs promesses ». Ça n'est pas exact. Ils savent très exactement ce qui se passe. Le problème, c'est qu'ils refusent de dire aux Français que nous avons perdu collectivement notre pouvoir. Alors, j'ai un certain nombre de messages que je vais lire, puisque vous savez que sur cette radio, nous avons une approche interactive et que je ne voudrais pas qu'on me reproche de ne pas lire les messages. Alors, je lis les messages qui sont en rapport avec le sujet traité, et donc je ne lirai pas les messages qui concernent et qui sont arrivés trop tard et qui concernent la première partie de cette émission. Alors d'abord, il y a un auditeur qui me dit « Arrêtez d'attaquer Nicolas Sarkozy, vous faites fuir les gens de droite, ne vous alignez pas sur la grande presse ». Alors il y a 3 affirmations amusantes. Premièrement, nous n'attaquons pas Nicolas Sarkozy, simplement nous le critiquons. Je crois que quand même on a encore le droit de critiquer les hommes politiques en France. Deuxièmement,
sur le problème de faire fuir les gens de droite, moi je ne savais pas que Nicolas Sarkozy était un homme de droite. Je crois que c'était un homme de centre-gauche. Mais ça, on pourrait en discuter. Si ce monsieur est pour le financement public des mosquées, la discrimination positive, c'est son problème, mais c'est pas ici en tout cas ma position dans ce livre-journal lorsque je l'anime. Et puis je rappelle que l'une des plus grandes mesures de M. Nicolas Sarkozy, c'est quand même la suppression de la double peine. C'est d'ailleurs la seule chose qu'il ait réussi alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Bon, passons. Et ne nous alignez pas sur la grande presse. Moi, j'ai pas l'impression que la grande presse ou les grands médias soient particulièrement hostiles à M. Sarkozy, puisque nous avons Nicolas Sarkozy le matin à partir de 6 heures, nous avons Nicolas Sarkozy au journal de midi, et Nicolas Sarkozy qui explique sa politique le soir. Je crois d'ailleurs savoir que M. Dominique Baudis est assez irrité de la confiscation du débat politique par le couple infernal Nicolas Royal et Ségolène Sarkozy. Donc je crois que là, il ne faut quand même pas exagérer. Un auditeur, il est bien dommage que toutes les mesures qui viennent de Bruxelles, comme vous le dites, ne soient pas d'inspiration française, car en fait, ce sont des bonnes mesures. Effectivement, François Asselineau vient de nous démontrer qu'elles sont excellentes, les mesures prises par Bruxelles. Je ne vois pas bien du tout ce que cet auditeur veut dire, encore que je soupçonne effectivement, parce que c'est un discours qui m'a été tenu par un certain nombre de gens au moment de la ratification du traité constitutionnel. On me disait que j'avais tort d'être contre la Constitution, parce que la Constitution allait nous délivrer du socialisme. Ça, c'est un discours qui est tenu par certains libéraux. Je dis bien certains libéraux. Auquel je réponds, c'est pas l'édification d'un super État social-démocrate, tatillon et bureaucratique qui est la meilleure façon de rompre avec le socialisme et d'aller vers le libéralisme. J'ai l'impression que la Commission de Bruxelles, c'est tous les défauts du libéralisme sans aucun avantage. Et je rappelle que le président Václav Klaus, qui ne passe pas pour être particulièrement socialiste, qui représente le libéralisme flamboyant, n'est-ce pas, tchèque, dans la lignée de Margaret Thatcher, était un des plus farouches adversaires de la ratification du traité constitutionnel. François Asselineau, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je pense que cet auditeur fait très probablement allusion au passage où je décrivais les demandes de la Commission de Bruxelles en matière économique notamment. S'il avait bien tendu l'oreille, il aurait pu noter que j'ai précisé que certaines de ces mesures peuvent faire l'objet de débats. Pourquoi pas? Ce qui pose problème, c'est que ces mesures nous sont imposées. Elles sont imposées et quand on impose une mesure qui n'est pas acceptée par la majorité d'un peuple, on aboutit à des désastres et à des révoltes qui sont celles que l'on peut constater. Je voudrais en particulier, par exemple, en matière de retraite, attirer l'attention sur le fait que pour l'instant on cache ce sujet. Mais la Commission de Bruxelles a d'ores et déjà exigé que nous augmentions l'âge du départ à la retraite et qui va progressivement monter à 65, puis à 67, puis à 68 ans. C'est déjà le cas d'ailleurs sur instruction de la Commission au Danemark ou au Royaume-Uni. Il faut savoir qu'actuellement au Royaume-Uni, on en est à l'autorisation du travail des enfants à 13 ans. Voilà des sujets quand même qui sont fondamentaux. Et il est totalement invraisemblable que ça puisse être imposé à un peuple sans qu'il y ait librement consenti. C'est justement parce que l'on impose à un peuple des décisions auxquelles il n'a pas librement consenti que l'on va vers des crises à répétition comme celles que nous évoquions au début en matière électorale. Alors je voudrais que vous nous éclairiez sur les biographies de quelques commissaires européens, parce que vous avez quelques révélations à nous faire. Alors en particulier, vous éclairez le brillant parcours de Madame Nelly Kroes, qui est commissaire d'origine néerlandaise. Alors, Madame Nelly Kroes, ça c'est quelque chose qui est très important. Avant de parler de Madame Nelly Kroes, si vous me le permettez, je vais parler de Dominique de Villepin, notre Premier ministre. En septembre 2005, le Premier ministre français a dit qu'il était en faveur d'un certain patriotisme économique.
Et il a d'ailleurs fait prendre un décret que l'on a appelé un décret anti-OPA, donc offre publique d'achat, pour protéger un certain nombre de secteurs que nous pouvions juger stratégiques d'une mainmise des fonds de pension américains ou de grands groupes chinois ou indiens. Au passage, je signale que les États-Unis, comme vous le savez, sont un des pays les plus sournoisement protectionnistes qui soient, et on l'a vu encore récemment lorsque une entreprise chinoise a voulu racheter l'entreprise Unocal, qui est une entreprise de pétrolière de Californie. Eh bien, les autorités américaines ont dit tout simplement non. Lorsque Dubai Port Authority, qui est une société des Émirats, a voulu racheter 7 autorités portuaires aux États-Unis, les États-Unis ont dit non. Alors M. de Villepin voulait faire pareil. Bon. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs que s'agissant de la sidérurgie et d'Arcelor, c'est la Commission européenne qui a tapé du poing sur la table pour que ce soit bien le groupe indien Mittal qui puisse la racheter. Ça, c'est pour faire justice de ceux qui croient que la construction européenne va nous protéger des groupes indiens ou chinois. C'est le contraire qui est vrai. Donc M. de Villepin a décidé de prendre un décret pour protéger un certain nombre de nos secteurs stratégiques. Eh bien, Mme Nelly Kroes, qui est une néerlandaise et qui est la commissaire chargée de la concurrence, était à Londres, au moment où, c'était le 14 septembre 2005, au moment où il a été question de cette affaire. Et qu'a fait Mme Kroes? Elle a convoqué immédiatement la presse pour se scandaliser de la décision du Premier ministre français. Elle a dit notamment que nous étions prompts à rechercher des politiques régressives de repli sur soi, que nous voulions protéger les canards boiteux de l'industrie, et elle a dit nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants face à la résurgence actuelle de la rhétorique protectionniste. Moyennant quoi, Mme Kroes a pris un avion, elle est venue à Paris, elle a été reçue par le Premier ministre français, elle lui a dit le décret anti-OPA, il n'en est pas question. Et moyennant quoi, ce décret anti-OPA, d'ailleurs, a été pratiquement vidé de substance. Alors ce qui est important, c'est maintenant, je réponds à votre question, excusez-moi ce détour, mais c'était important, c'est une femme donc qui a le pouvoir de faire plier le chef du gouvernement français. Et M. de Villepin, lorsqu'il a parlé de patriotisme économique, se faisait finalement l'interprète d'une grande majorité de Français qui en ont assez de voir qu'un certain nombre de joyaux de notre industrie passent sous la coupe étrangère. Eh bien, Mme Kroes a le pouvoir de faire plier le chef du gouvernement français. Qui est Mme Kroes? Avant d'être commissaire néerlandaise chargée de la concurrence, elle émargeait à 40 conseils d'administration, notamment le cabinet de consultance américain PricewaterhouseCoopers, qui est proche peut-être de certains services. Là, je n'ai pas de preuves, mais enfin, certains le disent. Elle était également au conseil d'administration de McDonald's, vous savez, les hamburgers. Elle était également au conseil d'administration de 2 grandes entreprises du lobby militaro-industriel américain, qui sont Lucent Technologies et Lockheed Martin. Mme Kroes a été la lobbyiste de Lockheed, c'est-à-dire les avions de guerre, contre les avions d'assaut. Elle a d'ailleurs été une lobbyiste active aux Pays-Bas. Vous savez d'ailleurs que les Pays-Bas ont été le siège d'un scandale sur l'affaire Lockheed qui avait éclaboussé jusqu'à la famille royale, le prince Bernard des Pays-Bas. Bon. Donc le petit problème que nous avons, c'est que cette personne qui est si liée aux intérêts américains, comment se fait-il qu'elle soit celle qui puisse nous empêcher de mettre sur pied des dispositifs de protection précisément pour nous protéger de la mainmise des fonds de pension américains. Mais il y a mieux, François Asselineau. Il y a la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Une cerise dont personne, là non plus, ne parle aux Français. C'est que cette dame qui a le pouvoir de faire plier le chef du gouvernement. La presse néerlandaise a révélé en mai et juin de cette année qu'elle entretenait des liens étroits et particulièrement trouble avec un monsieur qui s'appelle monsieur Jan Dirk Parlberg. Quand je vous dis ça, ce sont des informations de première main. Ça a été sorti dans tous les grands journaux néerlandais, par exemple le Standard, qui est un grand journal de centre-gauche. Qui est ce monsieur avec lequel elle a des liens? On a découvert, et c'est là le scandale, que ce monsieur Parlberg était membre d'une organisation criminelle d'un certain Willem Hollider qui s'était spécialisé dans les extorsions de fonds, les faux usages de faux, les enlèvements crapuleux, avec notamment l'enlèvement de Freddy Heineken, et le blanchiment d'argent sale.
Donc le moins que l'on puisse dire, c'est que Madame Creus a des fréquentations douteuses. Et la cerise sur le gâteau, c'est que on a découvert, et la justice néerlandaise a découvert, que Madame Creus possédait un patrimoine immobilier conséquent dont elle n'arrivait pas à prouver l'origine des fonds. Elle a été obligée de revendre en urgence un certain nombre de ce patrimoine immobilier. Il y a donc un soupçon. Je n'en dis pas davantage, mais il y a un soupçon qui porte sur Madame Creus qui concerne l'origine des fonds. Et comme elle est liée à des membres d'une organisation criminelle qui fait justement du blanchiment d'argent sale, vous comprenez que ça pose des difficultés. Je crois savoir d'ailleurs que le parquet de Paris a ouvert une information, mais assez étonnamment, évidemment, personne n'en parle. Vous n'entendrez jamais ceci à la radio ou à la télévision. Comment se fait-il justement que les médias... David Fonté pose une question. Oui. Comment se fait-il que les médias français occultent cela? Est-ce qu'il y a des intérêts conjoints ou est-ce que tout simplement ils s'en désintéressent? Écoutez, je ne sais pas. Je vais vous dire quelque chose qui me surprend. J'ai été... qui d'ailleurs ne me surprend plus, à vrai dire. J'ai été, je l'ai dit depuis le début de cette émission, j'en suis à la 18e conférence où j'explique ce qui se passe à Bruxelles. À chaque fois, j'ai été à Douai, j'ai été à Toulon, à Nice, à Grenoble, à Versailles, à Paris, à Strasbourg, à Bordeaux, à Toulouse, à Montluçon, Saint-Étienne, enfin, etc. À chaque fois, nous avons des amis qui organisent ces conférences. J'ai eu 180 personnes qui sont venues à Lavore dans le Tarn m'écouter. Nous convions la presse locale. Les journalistes parfois viennent, ils m'interviewent, ils n'assistent jamais à la conférence et il n'y a jamais de reprise. Alors, il faut nous annoncer, excusez-moi, nous avons des obligations légales. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel sur 95.6. Aujourd'hui, Pierre Navarre, dans son libre journal, reçoit François Asselineau, conseiller de Paris, pour parler de l'Europe. Alors, je vais lire le maximum de messages. Donc, il y a un auditeur qui nous dit que pour sauvegarder les retraites, il faudra, selon la Commission, faire venir toute l'Afrique en France. Et il ajoute qu'ensuite, pour payer la retraite des Africains, il faudra faire venir les Chinois. Et puis ensuite, pour payer les retraites des Chinois, il faudra faire venir les Indiens. Voilà, donc effectivement, c'est une politique d'immigration que l'on peut qualifier d'intelligente. Alors j'ai un auditeur, Radio Courtoisie, dit cet auditeur, se targue de lutter contre la désinformation. Or, je constate qu'aujourd'hui à l'antenne, un invité, il s'agit donc de M. Asselineau, qui se part de titres prestigieux, dénature complètement le fonctionnement de la communauté européenne. Pour la Commission, eh bien, il dit que c'est le Parlement et les gouvernements qui doivent intervenir avant que la Commission ne prenne une décision. Alors François Asselineau, vous êtes mis en cause, il faut réagir. D'abord, c'est bien qu'il y ait un débat. Moi, ce que je refuse, c'est l'absence de débat. Bon. Deuxièmement, l'expérience m'a révélé que la plupart des gens ne savent pas ce qui se passe. La réalité des choses, c'est que la Commission européenne est le véritable gouvernement de l'Europe. En particulier, je ne sais pas si votre auditeur le sait, elle a désormais le monopole de proposition des mesures. Ça veut donc dire que les mesures qu'elle propose, il n'y a qu'elle qui peut proposer des mesures dans tous les domaines. Un gouvernement ne peut pas suggérer à la Commission de prendre des mesures. Alors, votre auditeur a raison sur un point, c'est que, bien entendu, si un gouvernement veut absolument s'opposer à une mesure, il peut encore le faire. C'est d'ailleurs l'application du droit de veto que le général de Gaulle avait imposé avec le compromis de Luxembourg en janvier 1966 suite à la crise de la chaise vide. Bien. Le petit problème qui se pose, c'est que les contraintes qui existent, le regard des pairs, la pression des pairs, comme on dit PAIRS, c'est-à-dire la pression des autres États membres, est telle qu'il est de plus en plus difficile de s'opposer à la Commission européenne et de mettre son veto. Et si on le fait, ça va être sur un sujet,
sur 2, ça n'est pas sur tous. Donc il y a un véritable phénomène qui consiste à broyer les souverainetés, ça a d'ailleurs été conçu comme ça, et qui empêche en réalité les gouvernements de s'y opposer. J'ajouterai également, et si vous me permettez cette citation, là aussi de Gaulle en 1946, pour diriger la France, il faut des vertèbres. Voilà. C'est-à-dire que, bien entendu, si on avait des vertèbres, si on savait très exactement ce que l'on voulait faire du pays, on pourrait sans doute davantage taper du poing sur la table qu'on ne le fait actuellement. Alors donc, j'ai beaucoup de messages qui sont souvent des commentaires. Il y a quelqu'un qui nous dit plutôt que de continuer à appuyer l'action souverainiste sur des slogans trop généraux pour être mobilisateurs, par exemple contre l'Europe ou contre la Constitution européenne, ne serait-il pas temps de mettre en œuvre de véritables campagnes capables de mobiliser les Français et d'élever leur niveau de confiance? Par exemple, une campagne pour exiger la suspension des accords de Schengen. Oui, bon, là je suis d'accord, mais je crois que François Asselineau, justement, dans le cadre de ses conférences, donne des arguments, donne des chiffres, donne des faits, et justement apporte une contribution précieuse au débat. Oh, écoutez, c'est extrêmement simple. D'abord, je crois que votre auditeur a raison. Il faut d'abord, c'est ce que j'essaye de faire avec mes petits moyens, c'est aller à travers la France pour faire prendre conscience aux Français de ce qui se passe. Et puis on n'arrive pas les mains vides. Nous, on propose, je dis nous parce que c'est nous avec notamment le Rassemblement pour l'indépendance et la souveraineté de la France, le RIF, qui est un mouvement politique en pleine croissance, un mouvement souverainiste. Nous proposons quelques mesures immédiates. Première mesure, la sortie de l'euro. Deuxième mesure, la sortie de Schengen. Troisième mesure, la sortie de la politique étrangère et de sécurité commune. Et quatrième mesure, la France doit être représentée par elle-même aux négociations multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce. Ça, ce sont des mesures claires et nettes. Alors, j'ai beaucoup de messages. Un auditeur me dit, pour être honnête, il faudrait que Radio Courtoisie cesse de désinformer les auditeurs et que le choix clair et net soit fait pour faire élire Ségolène Royal, puisque l'on démolit sur cette radio quotidiennement les gens de droite en place. Alors là, il y a énormément d'erreurs. D'abord, Radio Courtoisie est ouvert à toutes les droites, et donc aussi aux gens de l'UMP, aux sarkozystes, mais nous avons le droit d'avoir nos opinions. Nous ne sommes pas la radio d'aucun parti, Jean Ferré l'a voulu ainsi, mais nous sommes une radio ouverte à toutes les droites. Et ensuite, j'ai le droit de critiquer Nicolas Sarkozy, je voudrais d'ailleurs rassurer cet auditeur, il n'a pas de souci à se faire, M. Sarkozy ne sera pas au deuxième tour. Il ne dépassera pas le premier tour, donc il n'y a vraiment pas de souci à se faire. Si vous me le permettez. Je voudrais quand même dire une chose, parce que je ne voudrais pas effectivement qu'on apparaisse ici comme étant favorable à Mme Ségolène Royal. Oui. Parce que Mme Ségolène Royal, elle est exactement dans la même situation. Sur la question européenne, François Asselineau, je ne vois pas de différence entre M. Sarkozy et Mme Royal. Il n'y en a aucune. Mais ils ont tous les deux soutenu le traité constitutionnel européen. Absolument. Je voudrais préciser quand même sur Mme Ségolène Royal au début de cette année, personne n'en parlait. Et d'un seul coup, elle a été propulsée dans tous les journaux, tous les médias. Je disais à l'instant à quel point nous n'étions jamais repris par aucun journal que ce soit. En revanche, Madame Royal, qui n'avait d'ailleurs aucun programme, on ne sait d'ailleurs toujours pas quel est vraiment son programme. Elle non plus. Oui, elle non plus d'ailleurs. Eh bien, elle a bénéficié d'une couverture médiatique inimaginable. Tous les journaux, tous les news magazines, excusez-moi de l'anglicisme, mais c'est comme ça qu'on dit, tous les grands magazines l'ont mis en couverture. Et si c'était elle, pourquoi pas elle, comment elle s'y prend, etc. Elle a fait l'objet d'un lancement publicitaire exactement comparable à celui d'une nouvelle lessive. Alors qui est derrière? Là, je voudrais le dire. Elle a été lancée par l'agence de publicité américaine, c'est la filiale française, de l'agence de publicité qui s'appelle Ogilvy. Ogilvy appartient à un grand groupe américain qui s'appelle le groupe WPP, qui est un grand groupe dit de relations publiques et qui possède également parmi ses filiales des grandes agences de désinformation, notamment la plus importante d'entre elles qui s'appelle Hill & Knowlton, qui est l'une des principales sociétés de relations publiques qui fait quotidiennement de la désinformation. Alors, Anne Brassier, que je salue, m'envoie un message où elle me dit que les révélations de cette émission sont fracassantes. Bravo. Je remercie Anne Brassier, que je salue.
Un auditeur nous dit qu'on a nommé à la tête de la Banque européenne M. Trichet, un nom prédestiné. Effectivement, je rappelle que le prédécesseur de M. Barroso à la tête de la Commission européenne s'appelait Santer. Donc nous avions Santer et Trichet. Voilà, alors je voudrais que, parce que là je crois que François Asselineau, il faut qu'on précise bien, parce que je crois qu'on est mal compris. Il y a un auditeur qui me dit que les accusations que nous portons contre Madame Neelie Kroes sont des accusations très graves qui pourraient nous valoir des procès. Mais je voudrais simplement dire, Monsieur Asselineau, qu'à aucun moment nous n'avons mis Madame Neelie Kroes en cause. Nous nous sommes fait l'écho de procédures judiciaires en cours et d'articles parus dans la presse néerlandaise. Non seulement d'ailleurs dans la presse néerlandaise, mais l'honnêteté oblige à dire qu'il y a eu également quelques articles dans la presse française, notamment dans le journal Le Monde. Donc si cet interlocuteur le souhaite, il peut vous écrire et on lui enverra toutes les références. Il peut d'ailleurs également, pour ceux que ça intéresse sur le web, vous tapez Neelie, N2E-L-I-E, plus loin creuse, K-R-O-E-S, et P2A-R-L-B-E-R-G, Parlberg. Vous tapez ça sur Google et vous verrez apparaître des dizaines de sites qui reprennent les informations sur les liens qui sont suspectés. Moi, je ne suis pas un juge. J'ai bien dit qu'il s'agissait de soupçons. J'ai bien répété ce que disait la presse néerlandaise. Alors, l'émission passe décidément trop vite. Je voudrais que vous, rapidement, en 10 minutes, que vous nous dressiez le portrait de 3 autres commissaires. Ça m'a beaucoup intéressé. D'abord, 2 commissaires originaires de l'Est, de l'Europe, et surtout la biographie de M. Barroso, qui est le président de la Commission européenne. Alors commençons par le président Barroso. Le président Barroso est né en 1954. Il était étudiant en 1974 au moment de la révolution des œillets à Lisbonne. Il est devenu le président de l'Union des étudiants maoïstes. Il était un peu l'équivalent du Cohn-Bendit local, si j'ose dire. Et puis, assez curieusement, sa carrière a connu une mutation profonde. C'est-à-dire que, en l'espace de quelques mois, quelques années, il a connu un changement à 180 degrés de ses perspectives. Alors certains observateurs, et là aussi j'ai des références, je vous renverrai notamment à une très bonne émission télévisée, qui est rare, qui avait eu lieu sur la chaîne, je crois que c'était sur TV5. Monsieur Barroso aurait été proche, en tout cas il est avéré qu'il le connaît bien, de nouvel ambassadeur américain à Lisbonne envoyé par l'administration américaine en 1975, qui s'appelait et qui s'appelle toujours Frank Carlucci, et qui était un agent de la CIA, puisqu'il est d'ailleurs devenu ensuite directeur général adjoint de la CIA. Alors, Monsieur Barroso, qui était le président de l'Union des étudiants maoïstes, eh bien, d'un seul coup, a vu s'ouvrir toutes les portes. Il a été boursier de la fondation Volkswagenwerk pour aller étudier dans une institution UP de Genève. Ensuite, il a traversé l'Atlantique, il a fait ses études supérieures, la fin de ses études supérieures à l'université de Georgetown à Washington, qui est assez étrangement l'université d'où sont sortis tous les directeurs généraux de la CIA. L'actuel secrétaire d'État américain Robert Gates, ancien directeur général de la CIA, est lui-même un ancien de Georgetown. Quant au prédécesseur George Tenet, ancien directeur général de la CIA, lorsqu'il a quitté ses fonctions, il est revenu comme professeur à Georgetown. Voilà. Monsieur Barroso il a été le boursier de l'OTAN, ce qui est assez étonnant pour un ancien étudiant, président de l'Union des étudiants maoïstes. Monsieur Barroso est devenu Premier ministre de son propre pays et son passage à la tête du gouvernement portugais a été couronné d'un énorme scandale. C'est qu'il a voulu vendre de gré à gré en 2003, c'est-à-dire très récent, juste avant d'être président de la Commission européenne, il a voulu vendre de gré à gré, c'est-à-dire sans appel d'offres, rien moins que l'un des joyaux du patrimoine public portugais, qui était la Société nationale de pétrole du Portugal, et il a voulu le vendre de gré à gré au fonds d'investissement Carlyle, qui était dirigé par Frank Carlucci et la famille Bush. Alors, qui est assez étonnant. Le monde est petit.
Voilà, le monde est très petit et ce qui est assez drôle, si j'ose dire, c'est que lorsque François Hollande s'est opposé à la privatisation de GDF, il a dit il faut demander au président de la Commission européenne ce que nous devons faire de GDF, c'est-à-dire à M. Barroso. Alors il y en a deux qui ne sont pas tristes dans leur genre, c'est les deux commissaires de l'Est européen également. Oh, il y en a plusieurs des commissaires de l'Est européen. Moi je m'intéresse à un monsieur hongrois alors, et à un monsieur estonien qui est, lui, alors chargé de la lutte contre la fraude. Oui, alors là, ce sont des choses que personne ne sait. Mais est-ce que vos auditeurs savent qu'un ancien ministre de Brejnev est actuellement vice-président de la Commission européenne? Alors, s'ils ont des doutes, ils se renseignent. Il s'appelle Siim Kallas, ça s'écrit K-A-2-L-A-S. Il est estonien, il est le commissaire chargé de la lutte antifraude. Et c'est un spécialiste de la lutte antifraude. Oui, ce monsieur a été membre du Parti communiste de l'Union soviétique pendant 18 ans, de 1972 à 1990. Vous savez qu'à l'époque, être membre du PCUS, Parti communiste de l'Union soviétique, c'était l'élite. Il y avait seul 15% de la population soviétique. Il a été ensuite ministre de l'économie de la République soviétique d'Estonie de 75 à 79, c'est-à-dire pendant l'ère Brejnev. Et puis, pour être communiste, on n'en est pas moins homme. Et lorsque le mur de Berlin s'est effondré, il s'est découvert d'un seul coup une passion pour les États-Unis d'Amérique. Il a fait entrer son pays dans l'OTAN et dans l'Union européenne, et puis il est devenu vice-président de la Commission européenne. C'est actuellement un très très grand ami du président Bush. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, son passage, lorsqu'il a quitté le ministère, il a réussi au moment de la chute du mur de Berlin à se faire nommer président de la Banque centrale d'Estonie de 91 à 95, et son passage à la tête de la Banque centrale a suscité un certain nombre de commentaires, puisque la Chambre des comptes, enfin la Cour des comptes estonienne a découvert qu'il y avait 10 millions de dollars qui s'étaient volatilisés, et un certain nombre de regards se sont portés vers M. Kallas. En réalité, il semble que ce soit un peu perdu dans les sables, puisque M. Dans les neiges, plutôt. Dans les neiges, puisque M. Kallas... Et donc c'est le monsieur qui est chargé de donner des conseils contre la fraude. Voilà, il est actuellement le commissaire antifraude. Alors il y en a un qui est également assez intéressant, c'est quand même, vous savez, on parle souvent, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure de la TVA sur le fameux sandwich. Bon, les questions de taxation de l'union douanière, eh bien c'est un Hongrois, c'est un commissaire hongrois qui s'appelle Laszlo Kovács, ça s'écrit K-O-V-A-C-S, et eh bien ce monsieur a été quand même rien moins que Premier ministre de la Hongrie communiste. Donc c'est l'héritier de ceux qui avaient écrasé les Hongrois par les chars à Budapest en 1956. Il était le Premier ministre du gouvernement qui lui succédait. Il est actuellement commissaire chargé de la taxation. Donc ça n'est pas le ministre français des Finances qui décide, c'est l'ancien Premier ministre hongrois communiste. Bien. Alors, cette émission passe décidément trop vite, François Asselineau. Alors, pour vous, il reste un quart d'heure, hein, nous sommes évidemment pris par le temps. Pour vous, au fond, si j'ai bien compris, l'Union européenne, c'est une construction qui n'est pas favorable au peuple d'Europe et dont le moteur est ailleurs. Je voudrais d'abord insister sur un point, si vous me le permettez. C'est que, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est-à-dire qu'à l'origine, la construction européenne était quelque chose qui apparaissait comme sympathique. Il s'agissait de la réconciliation franco-allemande. Moi, je ne suis pas du tout un va-t-en-guerre, bien entendu. Donc, il s'agissait d'ouvrir la France, de la moderniser d'ailleurs, et tout ceci était plutôt des choses de bonne aloi. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que actuellement, à la Commission européenne, il y a 25 commissaires, et chaque pays en a un. À partir d'ailleurs du 1er janvier, on passera à 27 commissaires avec l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie, que les Français d'ailleurs, sur lequel l'entrée de 2 nouveaux pays et de 40 millions d'habitants, sur lesquels les Français n'ont pas plus été consultés que pour les 10 États membres venus de l'Est. Plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Il faut savoir qu'avec un commissaire sur 25, eh bien la France, ça veut dire que la France, elle pèse 4% à la Commission. Ça veut dire que nous avons à peu près autant de facultés d'influer sur la politique décidée par le gouvernement européen réel qui est la Commission. On a à peu près autant de pouvoir que Madame Laguillet sur la politique française. Encore que Arlette a fait plus de 5. Donc, contrairement à ce que beaucoup de nos compatriotes imaginent, ils imaginent que l'Europe, finalement, c'est quelque chose de lointain, de bien, qui n'a pas vraiment d'impact, et puis que de toute façon, c'est la France en grand. Eh bien non.
l'Europe, ça n'est plus du tout la France en grand. La réalité, c'est que nous sommes maintenant perdus dans un lac anglo-saxon, parce que la grande majorité des États membres de l'Union européenne sont favorables, sont atlantistes. Et donc la direction de l'Europe est à Washington. Mais d'ailleurs, au risque, là encore, peut-être de surprendre certains de vos auditeurs, je voudrais quand même attirer l'attention sur cette déclaration extraordinaire du général Eisenhower dans le Paris Match du 27 mars 1951, page 18. Vous voyez que j'ai mes citations, que j'ai mes références. Interviewé par le journal français, il était à l'époque commandant suprême des forces de l'OTAN. Monsieur Eisenhower, il n'était pas encore élu président des États-Unis, disait « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les pays d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe et de décider qu'à partir du 1er janvier, l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. » Ça veut donc dire que l'idée d'une constitution européenne, c'est une idée poussé par les États-Unis. Et si vous me permettez... Donc toutes les idées, on nous a dit, vous comprenez, il faut construire l'Europe pour faire contrepoids aux États-Unis, il faut créer une Europe puissance. C'était d'ailleurs l'argument de François Bayrou au moment de la campagne pour la ratification du traité constitutionnel. Tout cela n'est qu'un leurre. Vous savez, moi j'aime beaucoup l'Europe. J'ai d'ailleurs une belle-sœur britannique. Je suis allé dans pratiquement tous les pays d'Europe en vacances. Je suis allé plusieurs fois en Allemagne pour apprendre la langue allemande. J'aime beaucoup l'Italie, l'Espagne. Moi, je m'intéresse à l'Europe réelle. Si vous allez dans les autres pays d'Europe, mais personne ne dit cette fable, personne ne vous dit que l'Europe a vocation à s'opposer aux États-Unis. D'ailleurs, je suggère à certains de vos auditeurs, s'ils le peuvent, d'aller se balader au Royaume-Uni. Pas à Londres, mais d'aller dans l'Angleterre profonde. Ils constateront quelque chose qui devrait quand même leur mettre la puce à l'oreille. Alors que le Royaume-Uni est dans l'Union européenne, enfin dans la communauté économique européenne, puis l'Union européenne depuis 1972, c'est-à-dire depuis bientôt 35 ans, excusez du peu, eh bien, il n'y a aucun drapeau européen sur quelque bâtiment public. Que ce soit, c'est interdit et puni comme une publicité. Voilà les choses. Et je voudrais insister encore sur un élément. C'est que la presse française ne fait pas son travail. À l'été 2000, le gouvernement, l'administration américaine, l'administration Clinton a déclassifié des documents secrets du gouvernement américain, notamment du département d'État, pour les années 50 et 60 jusqu'à l'année 69 y compris. Les journalistes français ne sont pas allés le voir, les journalistes britanniques, eux, sont allés voir ce qu'il y avait dans ces documents. Et tout ça a été repris dans un journal britannique qui est un journal de très grande classe, c'est le Daily Telegraph, c'est un des journaux les plus anciens et les plus sérieux du monde avec le Times. Dans son article du 19 septembre 2000, on découvre quoi? Eh bien, on découvre un article qui est signé de monsieur Ambrose Evans Pritchard, qui dit des documents secrets du gouvernement américain qui viennent d'être déclassifiés montrent que la communauté des services secrets américains a mené une campagne tout au long des années 50 et 60 afin de promouvoir l'unification européenne. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Et il y a même cette cerise sur le gâteau, une note émanant de la direction Europe du département d'État américain daté du 11 juin 1965 conseille au vice-président de la CE, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice l'objectif d'une union monétaire. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Il y a un auditeur qui dit que M. Delors parle du tout despotisme éclairé de la Commission de Bruxelles. Page 406 de ses mémoires. François Asselineau. Ben écoutez, votre auditeur, d'abord bravo à votre auditeur, moi je ne connaissais pas cette référence. J'en connais une autre qui était tout à fait comparable, c'est M. Padoa-Schioppa, le nouveau ministre des Finances du gouvernement italien. Il a travaillé à la BCE, dans la revue Commentaire numéro 87, il a dit que l'Europe, c'était un retour délibéré au despotisme éclairé. Sans les peuples. Bien entendu. Nous avons affaire à une classe de sachants. C'est-à-dire des gens qui savent mieux que les peuples ce qu'il faut faire. Et donc, comme il n'y a pas de peuple européen, on évacue les peuples et on impose des décisions. Et comment en sortir alors? Oh ben écoutez, moi je crois que nous faisons des propositions qui sont des propositions de bon sens. Naturellement,
J'imagine bien que personne dans les grands médias ne les reprendront. On va donc rester encore quelques mois, quelques années dans l'euro, dans la PESC. Tout ceci nous mène, et je pèse mes mots devant cette radio, tout ceci nous mène à une explosion politique et sociale de première magnitude que d'ailleurs les Français sentent bien arriver. Je n'habite pas sous un Tipeee, mais vous pouvez mettre un pouce bleu ou vous abonner. Salut!